Ces militaires français sont déployés à 7000 km de Paris. En Guyane, dans la forêt amazonienne, l'une des plus grandes réserves en or de la planète. Là, on est sur du minerai. Et c'est dans ce quartz qu'il va y avoir les petites particules d'or qui vont ensuite réussir à extraire. Allez, on y va. Leur mission, traquer des chasseurs d'or clandestins, des orpailleurs, qui pillent les sous-sols de la jungle. On cherche tout, des armes. Souvent, ils ont des armes, des fusils de chasse. Et on cherche certains personnels qu'on a identifiés. Ces orpailleurs viennent pour la plupart du Brésil, le pays voisin avec qui la France partage 700 km de frontières. Ils seraient environ 10 000 à tenter leur chance dans la jungle. Il y a de l'or ici? Beaucoup? Tout autour, là, il y en a. Les soldats français doivent aussi arrêter des groupes mafieux qui volent les orpailleurs, les rançonnent ou les tuent. Voilà, donc un individu qui aurait été chef de gang à Macapá, qui aurait tué plusieurs personnes au Brésil et sur des sites d'orpaillage. Pour apprendre à combattre dans la jungle, les militaires sont formés au Cefeu. Un centre d'entraînement dont les stages sont parmi les plus difficiles au monde. Pendant les 15 prochains jours, 18 légionnaires seront poussés à bout. Hey, tout droit! Efforts surhumains et manque de sommeil auront parfois raison des corps. Si l'armée déploie autant de moyens dans ce nouveau Far West, ce n'est pas seulement pour arrêter la ruée vers l'or. Il faut aussi sécuriser un site ultra sensible. Le pas de tir de la fusée Ariane et du lanceur Vega. Pour assurer la protection des 610 km de côte du territoire guyanais et lutter contre les trafics en tout genre, la Marine nationale assure une surveillance et une présence permanente. Allez. Arrestation musclée, stage de survie et de combat en jungle, 3, 2, destruction de mines d'or illégales. mise à feu. Bienvenue au cœur de l'enfer vert. C'est le début de l'aventure pour 18 légionnaires. Ils commencent leur difficile stage de combat en jungle. Ils ont entre 1 et 10 ans de service et c'est leur première rencontre avec la forêt amazonienne. Leur instructeur sera l'adjudant Thomas, d'origine polonaise. Cela fait 21 ans qu'il sert dans la Légion étrangère. Sa mission, faire d'eux des combattants hors pair. Donc à la fin de ce stage, la section devrait maîtriser les techniques de combat dans le milieu équatorial. C'est difficile parce que, bon, déjà, il faut maîtriser tout ce qui est des actions contre les guérillas, plus les climats. Ils vont apprendre à combattre une guérilla, à survivre avec 90% d'humidité sous des pluies diluviennes et à se déplacer dans des rivières aux eaux troubles. Dans quelques mois, ces hommes pourront être envoyés en mission dans ces conditions, n'importe où sur la planète. Attention les mains, sur le doigt. Allez les gars, vous montez ici là. Allez, montez. Le premier test auquel l'instructeur Thomas va soumettre son groupe, c'est la nage. Une compétence indispensable. Les légionnaires attaquent parfois leurs ennemis depuis un fleuve. Mesdames et messieurs, on va procéder aux notations pour savoir est-ce que vous êtes nageur, mauvais nageur, voire peut-être non nageur du tout. On brasse avec la tête hors de l'eau, tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin. Good? Top, c'est parti. Pendant ces 2 semaines, leurs moindres faits et gestes seront notés et chronométrés par l'adjudant Thomas. Même l'habillement. Les stagiaires doivent enfiler correctement leur équipement pour aller dans l'eau en moins d'1 minute 30. 30 secondes. C'est largement faisable, moi j'ai fait en 46 secondes. Le première classe Paulin a 30 ans et il est originaire du Cameroun. 1 minute 10. Il n'enfile pas les accessoires dans le bon ordre. 1 minute 30.
Au moment de l'inspection, l'adjudant Thomas lui demande de se déséquiper. Et pour que Paulin se souvienne de son erreur, il va se moquer de lui. Moi, je vais habiller les bébés, là. Lâche. S'il faut habiller les bébés, on va habiller les bébés. Hein. Pour l'instructeur Thomas, tous les militaires sont logés à la même enseigne. En cas d'erreur, les punitions font partie de la formation. Serre un peu ton nom un peu plus ici. Il doit endurcir ses hommes, leur apprendre à résister à la pression. Un par un, les légionnaires vont devoir traverser la rivière en un minimum de temps. Les fonds sont vaseux et il faut faire attention aux racines et aux troncs d'arbres immergés. Il y a aussi peut-être des caïmans et des serpents. Cette première épreuve semble un jeu d'enfant pour Scott. Toi, t'es dernier, quoi. Il est un ancien militaire américain. Il servait dans la Navy. 10-15 minutes pour traverser, mettre pas ta tête dans l'eau et ça va aller. Pour faire l'épreuve. À 40 ans, Scott est le plus âgé du stage. Cela fait 9 ans qu'il est dans la Légion. Yes. Pour lui, la traversée se passe sans problème. Pour le moment, il y a personne qui échec d'épreuve, donc ça se passe très bien. On verra la suite parce que lui, déjà, je vois qu'il ne va pas arriver. Il ne va pas arriver au bout. Dans le collimateur de l'instructeur depuis ce matin, Paulin. Arrivé, c'est là. Donc vas-y, accélère. Il a mis 2 fois plus de temps que les autres. Bon, qui était en difficulté? Qu'est-ce que ça va être sur une longue distance, imaginez-vous? Ça va donner quoi? Où sont vos limites, vous ne savez pas? Eh bien, justement, c'est l'épreuve prochaine. Vous allez nager en 2 groupes pendant 1 heure. 1 heure et à contre-courant. Mais avant, les militaires vont faire une mise à l'eau par hélicoptère. Les légionnaires vont devoir sauter de 10 mètres avec leur équipement de 4 kilos. Paulin est un peu stressé, mais il tente de faire bonne figure. Vous l'avez déjà fait, sauter l'hélicoptère? Non, c'est la première fois. C'est la première fois? Ça vous plaît? Oui, ça va me plaire sûrement. Scott aussi est anxieux. Il redoute la blessure qui mettrait brutalement fin à son stage. Je fais plein de choses avec l'hélicoptère, mais j'ai jamais fait un drop. Tout ce que nous faisons, nous, et les dangers, bien sûr, c'est militaire. Il y a toujours risque si vous ne respectez pas la consigne de sécurité. Les accidents, ça peut arriver. Par exemple, il peut y avoir un tronc d'arbre qui est immergé, lequel on ne voit pas d'extérieur. Mais alors, l'impact, si on saute dessus, on sent. La Légion est composée majoritairement d'étrangers. Créé il y a 2 siècles, ce corps d'élite offre une deuxième chance à ceux qui veulent changer de vie ou oublier leur passé. En intégrant ces rangs, Scott et Paulin ont gagné un nouveau départ. Ils se sont engagés pour servir la France, dans l'espoir d'être déployés en mission extérieure. Ce stage est l'un des plus difficiles de leur carrière. Pour le valider, ils sont prêts à se dépasser. Hein? Le groupe entame son heure de nage à contre-courant. Pour l'instant, Paulin tient le rythme. Mais un stagiaire d'origine serbe veut renoncer. Continue à nager. Continue à nager. Continue à nager. Continue, oui. Attends. Continue à nager. Oui, mais tu vas dormir et tu vas... Silence, silence, putain, ferme ta gueule, tu vas dormir là-bas? Eh ben, continue, avance. Voilà. Bah, il nage.
Ça suffit qu'on va mettre un peu de pression et il nage. Le courant est tellement fort que le stagiaire semble faire du surplace. Attrape la groupe. Attrape. Non quoi? Continue nager. L'adjudant Thomas perd patience. Moi, Courva, si j'ai Courva légionnaire comme ça dans ma section, je le fais déserter, Courva. Tu comprends ce que je t'avais dit? Oui. Tu dégages de l'armée, Courva, t'es un fardeau. Allez. Il faut le mettre en difficulté tout le temps, là, en permanence. Là. Sinon, il abandonne depuis le début de l'estage. Ce n'est pas le but. Le but, c'est tenir jusqu'à la fin. Il n'est même pas arrivé à ses limites. Le stagiaire panique. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de tout ce qui est psychomotricité. Il s'accroche au gilet de sauvetage de Paulin, qui lui aussi est à bout de force. Un membre de l'encadrement vient à leur rescousse. Bon, là, c'est fini. Je crois qu'il a eu chaud. Pas certain que ce légionnaire arrive au bout du stage. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas mourir. Mourir pendant la mission, oui, c'est un honneur. Si jamais ça nous arrive. Mais pas pendant l'entraînement. Ah oui, c'est très difficile. Je suis pas bon en technique, difficile. Avec Tagnou, très difficile. En dernière position, Paulin a à son tour du mal à garder la tête hors de l'eau. Attrape maillot ouest. Ses 4 kilos d'équipement ainsi que ses vêtements mouillés l'entraînent vers le fond. Ne les garde pas derrière. Continue, on te suit. Reste à côté, reste. Quoi? Reste à côté. Ben oui. Paulin redouble d'efforts pour ne pas décevoir une nouvelle fois l'adjudant Thomas. Il reste encore 3 quarts d'heure de nage. Il fait d'énormes efforts. Il s'accroche à la vie, en fait. Hein. C'est ça qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas abandonner. Trop facile d'abandonner. Espérance de vie, 5 minutes dans la forêt équatoriale. Tu dures 5 minutes. C'est la dernière ligne droite. Et après, il reste que des virages derrière. La pirogue, c'est pour les faibles. Oh, je vais là-bas, ça part vers le pilote. En tête du groupe, Scott, l'Américain, et Alexandre. C'est le seul Français de la section et l'un des plus jeunes. À 24 ans, c'est un ancien jockey professionnel. Il a gardé son âme de champion. Lui, c'est quelqu'un qui est jeune. Il a des potentiels, sauf qu'il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. En plus, il est en tête. C'est pas un faible, lui, c'est un leader. Une averse va compliquer un peu plus la tâche des légionnaires. Paulin n'en peut vraiment plus. Bon, t'as tenu 20 minutes. 20 minutes au lieu d'1 heure. Allez, embarque. Je suis déçu, je pense. J'aimerais cramer mes camarades. Ouais, moi j'aime toujours être devant, hein. Dans tous les épreuves physiques, je suis toujours devant, mais à la natation, là... Plus que tous les autres, Paulin va devoir se dépasser pour décrocher sa certification. Allez, embarquez. C'est terminé, 1 heure écoulée. Au camp, le Cefeu, le centre d'entraînement en forêt équatoriale. Pendant les 15 prochains jours, l'adjudant Thomas va épuiser les légionnaires. Puis il va leur apprendre la survie et le combat dans la jungle. De jour comme de nuit.
À 150 km de là, au plus profond de la jungle, pour d'autres militaires, l'heure n'est plus à l'entraînement. Ce camp est occupé par les soldats du 9e régiment d'infanterie de marine, qui traquent des chasseurs d'or clandestins. Sergent. Nom de code de l'opération, Harpie. Le sergent Joris enchaîne les missions dans la forêt guyanaise depuis 3 ans. Il ne s'est toujours pas fait aux réveils matinaux, ni à l'humidité. C'est pas très agréable d'arrêter le matin. Mettre les affaires mouillées comme ça. On va dire que c'est pas top. Au fil du temps, Joris a trouvé une astuce pour garder au moins ses chaussettes au sec. Un caisson étanche. Ce matin, il part avec ses hommes à la recherche de mines d'or clandestines. Allez, réveil. Réveil. L'action, c'est ce qui a motivé Joris à s'engager il y a 7 ans. Ici, ce qui est vraiment bien, c'est la traque. C'est à chaque fois qu'on part en mission, on va traquer les orpailleurs. Tout le monde aime bien traquer, avoir l'adrénaline de voir des pistes fraîches et d'aller au résultat, quoi. Dès 7 heures, la mission commence. Venus pour la plupart du Brésil, le pays voisin, les orpailleurs pillent nos réserves en or. Pour faire ressortir le précieux métal du sol, ils déboisent la forêt et polluent la terre. Ils déversent des litres de mercure pour agglomérer les paillettes d'or. Depuis qu'il est en Guyane, Joris tente de déjouer les pièges que lui tend la jungle. Et ce n'est pas toujours évident. Voilà, la boue. Donc là, vaut mieux pas marcher. Non, j'en sors pas là. On va faire demi-tour. Ah bah voilà. Dans la jungle, le danger ne vient pas seulement de la nature. À tout moment, les militaires peuvent se retrouver nez à nez avec des orpailleurs. Et certains sont armés. Après 2 heures de marche, le sergent Joris et ses hommes découvrent un premier puits creusé par des chercheurs d'or. Il prévient une de ses collègues restée en retrait. On a trouvé un puits tout neuf là, au nord de votre position. Celle que Joris vient d'appeler en renfort, c'est le sergent Alexia. Dans l'armée depuis 5 ans, elle fait partie du génie. Elle est spécialisée dans l'exploration des tunnels et des puits. On pense qu'il était actif il y a peu de temps, ou voire même très récemment. Et puis il est relativement propre, donc... C'est bon, ça arrive derrière ? Pour savoir si des clandestins sont encore dans le secteur, Alexia décide d'envoyer un de ses hommes explorer la mine. Une descente risquée. Faire attention après aux éboulements, surtout sur les côtés du puits, on voit que c'est quand même pas mal friable. Donc voilà, faut faire attention juste à ça, porter le casque. Les militaires doivent neutraliser le travail des orpailleurs. S'il y a des outils dans ce puits, ils vont les saisir. Là, tout ce qui est matériel style marteau-piqueur, du tuyau, des câbles électriques, en fait tout le matériel qui se serve pour pouvoir respirer et pour pouvoir travailler à l'intérieur. Avant d'arriver au fond, il faut descendre une quinzaine de mètres en rappel. Tu me dis quand t'as du mal à respirer en bas? Oui. Ok. Arrivé. Lâchez-vous. Il
y a bien une galerie, hein, Guiche? Ouais, j'ai l'impression, ouais. À mon dos. Ouais, dans ton dos, qui part comme ça, là, derrière. Ok, bah lâchez les bouts, je vais juste aller voir là-bas. Ce n'est sans doute pas un simple puits. Au fond se cache souvent un petit réseau souterrain. Le détecteur d'oxygène sonne. L'air manque, il faut faire vite. Tu vois du matos déjà en bas? Et puis, bah, que dalle. Y'a rien dedans? Non, il y a que dalle. Ok. Ils ont commencé à creuser, mais c'est pas terminé, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, on va te remonter, hein. Pour le moment, les militaires font chou blanc. Mais cela ne va pas durer très longtemps. Bah, y a une galerie qui part dans le fond. Donc, ça se trouve, ils ont pas terminé. En fait, ils ont peut-être pas terminé le travail. Ils ont juste peut-être récupéré leur matos, puis laissé le puits comme ça parce qu'ils savent qu'on est sur zone. Pour que les orpailleurs ne poursuivent pas leur travail dans les galeries, Alexia reviendra dans quelques jours avec des explosifs. En attendant, les soldats détruisent tout ce qu'ils peuvent. Vous récupérez le matos pour aller sur le prochain. La fouille de la jungle reprend pour les militaires. En tête de colonne, le sergent Joris, avec ses pisteurs, des spécialistes de la traque en forêt. Donc là, on a le vrai pisteur de la section. Donc c'est quelqu'un qui est né ici et qui connaît parfaitement la forêt, les traces et qui piste très très bien. Le caporal-chef Mano est le principal atout de Joris pour la fouille de la jungle. Il a grandi à proximité de la forêt. Les traces qu'il repère sont invisibles pour la plupart des hommes. Ici, c'est un peu beau ici, là. Donc les gens avec leurs bottes, tout ça, ils laissent des traces. Et ça me permet de voir s'il y a du passage ou pas. Une motte de terre légèrement aplatie, une branche pliée, tout est un indice pour Mano. Il repère justement de vagues traces de passage qui s'éloignent de la piste. Comme il y a eu la pluie, les traces n'étaient pas faciles, mais j'arrive à voir qu'il y a des passages. Comme là, ça nous amène à une cache. Je sais pas ce qu'ils ont caché là-bas, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là-bas. Là-bas, là. Au loin, un emballage en plastique. Son contenu a déjà été récupéré par les orpailleurs. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Trop tard. On arrive trop tard. Qu'est-ce qu'il cache dans ce genre de sachet? Dans ce genre de truc là, il peut y avoir de la bouffe, tout ce qui est ravitaillement, en gros. Donc ils essayent, vu qu'on est dans la zone, ils savent qu'on est là, ils vont cacher pour qu'on ne les trouve pas, quoi. Mano continue de suivre ses traces, visibles de lui seul. Elle le mène vers une deuxième cache. Cette fois, elle n'a pas encore été vidée. C'est des pièces à quad. Regardez. Ça, c'est de la graisse. Ouais. Et ça, c'est des pièces de rechange de quad. Les quads, ça sert à quoi, les quads? Ça sert à transporter les matériels pour les garimpes. Et c'est... Ouais, les garimpes, c'est les garimperos, c'est les orpailleurs. Les orpailleurs, voilà. Mano est convaincu d'une chose. S'il a trouvé des pièces de rechange, c'est qu'il y a un quad dans les environs. Quatre heures plus tard, au camp militaire, voici le résultat. Une découverte qui plaît au patron de l'opération, le commandant Thomas. Il était planqué comment? C'est là, il s'était planqué sur une bâche, sorti de la piste. 400 mètres de la piste. Ah ouais? Il nous a bien galéré. Ouais. Et comment tu l'as trouvé? T'as vu les traces? Oui, c'est grâce aux traces. C'est le troisième quad que le caporal-chef Mano a récupéré en seulement 3 jours, dans les caches des orpailleurs. Pour eux, cela représente une perte de 40 000 €. Un tel manque à gagner a des conséquences.
Mano a déjà été plusieurs fois menacé de mort. Il m'a vu arriver avec un quad, il m'a dit toi je vais te tuer toi. Je vais te tuer, mais je ne vais pas dire que j'ai pas peur, mais bon, c'est le travail. Cette saisie n'est qu'un début. Dans 24 heures, les soldats comptent frapper fort contre l'orpaillage en Guyane. Sur la base de renseignements militaires, ils vont procéder à une grande vague d'interpellations en pleine forêt. Ce camp est en fait un ancien village d'orpailleurs repris par l'armée. Une trentaine de soldats vont y séjourner le temps de la mission. Joris et Nicolas ont déjà pris leurs petites habitudes pour faire la lessive. Elle est loin la machine à laver, hein? Ah, elle est loin, elle est pas à côté. Voici le pressing des militaires. C'est aussi leur salle de bain. Une rivière située à 300 mètres du camp. À chaque mission, les hommes partent entre 15 jours et 3 semaines sur le terrain. Pas question pour eux de faire l'impasse sur l'hygiène. Surtout pas dans la jungle. Sur le terrain, si on n'a pas d'hygiène, on fait pas longtemps en fait. Alors on peut attraper les maladies, la bourboule, des boutons partout. Un mec qui a des boutons partout et qui n'arrête pas de se gratter et qui a des plaques, bah, il part en mission. Donc en fin de compte, faut être propre quoi, parce que sinon on n'est plus opérationnel. C'est aussi dans la rivière qu'on brique les casseroles. La totale. Ça c'est la totale. Lave-linge, lave-vaisselle, c'est la totale. C'est ça qui est bien. Les sergents Joris et Nicolas sont surnommés Tic et Tac. 2 acolytes, chacun à la tête d'un groupe d'une dizaine d'hommes. Demain, ils dirigeront ensemble l'opération d'interpellation des orpailleurs. Avant de partir en mission dans la jungle, les soldats passent par le centre d'entraînement en forêt équatoriale. C'est là que les 18 légionnaires en stage sont en souffrance depuis 2 jours. La journée commence dès 6 heures, à la dure. Avec 3 km de footing, en rythme. Un stylo. Ce matin, l'adjudant Thomas a ajouté des épreuves de force qui seront chronométrées et notées. Donc c'est un circuit en fait. Le départ il sera de là-bas. Tout d'abord, il va commencer par 20 pompes, 100 mètres de course, 30 flexions des jambes, 100 mètres de course, 4 tractions, 100 mètres de course, 40 abdos et 100 mètres de course. Pour un militaire comme nous, ça c'est un exercice très facile. Et mais il y en a qui peuvent échouer? Parmi eux, je pense pas. J'espère pas en tout cas. Prêt? 3, 2, 1, top, c'est parti. L'un des maîtres mots de la Légion, c'est la rusticité. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire conserver ses capacités au combat, même épuisées. 3, 4. Et dans des conditions difficiles. Là-bas. 100 mètres, sprint. Allez, les maximum, faut tout donner en avant. En opération, la rusticité sera le meilleur atout de ces hommes. Allez, donnez les maximum, en avant. 12, 13, 14, 15. Scott fait preuve d'une endurance remarquable. 19, 20. C'est jamais facile, mais si vous donnez tout ce qui vous avez, c'est jamais facile. Alexandre, l'ancien jockey, est quant à lui en difficulté. Tiens la main, balance les épaules. Scott est venu l'encourager et lui donner quelques conseils. Respire. Allez. L'un des credos de la Légion, c'est que la solidarité du groupe doit primer sur la performance individuelle. Balance le coude. Allons. Dernier 100 mètres. Mais on a un autre global pour le stage. Et si un mec n'arrive pas à faire la pauvre, ça retrait le point. Serrez bien au niveau des pieds. Soulevez les genoux et ça grimpe toute seule. Voilà. Alexandre n'est pas le seul à avoir des difficultés. Pizda. Nous ne sommes qu'au début du stage, mais la fatigue gagne déjà les troupes.
À leur niveau, l'âge qu'ils ont, c'est plutôt décevant même. Allez, bloc. Respire, respire. Bilan, ça fait 4 échecs des épreuves de force. C'est beaucoup? C'est énormément. Pour une section comme ça, c'est beaucoup. Hein. C'est décevant. Mais bon. Il faut s'entraîner. Et il faut s'entraîner tous les jours, sans hésitation. Les maillots faibles, les frères, la reste de la section, c'est à eux de sortir les doigts de cul, comme on dit là. Si l'adjudant Thomas est intransigeant, c'est parce que ces hommes peuvent être projetés n'importe où sur la planète et dans n'importe quelles conditions. Depuis sa création, la Légion est considérée comme une unité d'élite. Elle est de tous les combats. Les 2 guerres mondiales, l'Indochine, l'Algérie ou plus récemment, l'Afghanistan, ou la traque des terroristes dans le Sahel. Allez! L'adjudant Thomas doit faire de ses légionnaires des militaires tout-terrain. Et dans la jungle, il y a une particularité. Les soldats n'utilisent pas leur fusil d'assaut habituel, mais un fusil à pompe. Fusil à pompe Remington, modèle 870 Magnum. C'est une arme à courte distance, donc très efficace à courte distance, notamment ici dans la forêt équatoriale, car visibilité ici ne dépasse pas les 30 mètres. Le fusil à pompe est plus facile à utiliser dans ces conditions extrêmes. Il est chargé de cartouches de chevrotine, des billes de plomb qui se dispersent lors du tir. La visée a besoin d'être moins précise. Et c'est tout. Pourquoi déjà la section organique comme vous, lorsqu'ils partent de la forêt, ils ont un fusil à pompe comme ceci. Première chose, c'est protéger contre les animaux sauvages. Deuxième chose, chasser. Quand on part de la forêt pour une mission, si on a l'occasion de chasser et manger des bons steaks, des viandes fraîches, c'est toujours mieux que des rations. Question tir, ces hommes doivent tout reprendre à zéro. C'est un sans faute pour Scott, l'ancien de la Navy. Il atteint ses 3 cibles. Mais d'autres sont beaucoup moins à l'aise avec le fusil à pompe. Ce n'est pas une arme qui est automatique. Hein? Next. Où tu vas avec les caméras? Où tu vas avec les caméras? Ce légionnaire a mis en danger le groupe en levant son arme. Ici, aucune erreur n'est tolérée. La sanction est immédiate, 50 pompes. Pour ça, chaque banane ici, ça paye. C'est réglementaire? C'est réglementaire. C'est normal, comme ça on apprend. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, le sergent Nicolas s'apprête à entamer une mission de grande envergure, menée conjointement avec la police aux frontières et la gendarmerie. Objectif du jour, arrêter et expulser un maximum de chercheurs d'or. Mais la tâche n'est pas facile. En fait, ils sont un peu cachés, éparpillés un peu partout. En sachant que dans la zone, il y a environ entre 100 et 150 ESI. Donc, il y a moyen de trouver du monde, quoi. Une centaine d'orpailleurs clandestins vivraient dans le secteur. Mais sur l'ensemble du territoire guyanais, ils sont bien plus nombreux, environ 10 000. Après 30 minutes de marche, les soldats arrivent dans un premier village. Sur place, une douzaine de Brésiliens. Certains essaient discrètement de s'enfuir, mais ils sont vite rattrapés. Les autres n'opposent pas de résistance. Ils pensent à un contrôle de routine. Cela fait parfois des années qu'ils vivent dans la jungle. Comment ils s'approvisionnent? Ils font leurs commandes et ça arrive en pirogue. Ah, c'est toute une organisation, une économie, et tout se paye en or. Il n'y a pas de pièces ou de billets qui circulent, c'est que des grammes d'or.
Ça va de la canette de coca au frigo, tout se paye en grammes d'or. Les orpailleurs sont à la merci d'un groupe mafieux qui règne sur le ravitaillement dans la jungle. À sa tête, un parrain dénommé Zéluis. Il raquette, rançonne ou tue tous ceux qui essaient de s'emparer de son business. Les militaires vont bientôt tenter d'arrêter cet homme dangereux. En attendant, les soldats du sergent Nicolas embarquent tout le monde. Direction le camp militaire avancé. À 2 kilomètres de là, la section du sergent Joris a pris position dans un second village. Il est plus grand et accueille une trentaine de personnes. Les orpailleurs ont même construit une église. Alors, là, les gens, je suis à l'église, là, je fais quoi? Je rassemble tous les mecs dans l'église, ceux qui sont là, ou pas encore? Non, tu fais en sorte qu'ils s'en aillent pas. Tu bloques les pistes, tu bloques les accès et il faut que les gens ils arrivent pas à partir. Reçu? Ah, pour moi, bien pris. Le sergent Joris place les orpailleurs sous étroite surveillance. Les militaires ne cherchent pas l'or. Les Brésiliens ne le gardent de toute façon pas sur eux. Ils le cachent en forêt. Mano, le lieu a besoin de toi. Mano, le pisteur guyanais, est appelé pour servir de traducteur. Les militaires ont des difficultés à communiquer avec les orpailleurs. Ils vont essayer d'identifier chaque personne. L'une d'entre elles s'appelle Matia Seu. Ce Brésilien travaille clandestinement sur la zone depuis 3 ans. Tu sais que tu risques d'être renvoyé au Brésil? Je veux pas repartir maintenant. Je suis trop pauvre. Je veux pas y aller. Matia Seu vit ici avec sa femme et son fils. C'est pour subvenir à leurs besoins qu'il dit être venu travailler dans la jungle. Il y a de l'or ici? Beaucoup? Non, pas beaucoup, un peu. On en trouve par là, tout autour. Au Brésil, il n'y a rien. Ici, c'est un peu mieux. On peut trouver 20 à 25 grammes par mois. Ça fait beaucoup d'argent? Non, ça fait pas beaucoup d'argent, mais c'est toujours plus qu'au Brésil. 25 grammes par mois, cela représente 600 €. C'est environ 3 fois le salaire minimum au Brésil. Mais c'est illégal. Oui, illégal. Chacun un mec, les gars. Pour les clandestins, il n'y a plus de doute. Ils comprennent que c'est l'expulsion qui les attend. Ils perdent tout leur or caché dans la jungle. Alors, c'est bon? Dans l'espoir d'être relâché, l'un d'entre eux propose ses boucles d'oreilles à son garde. Pourquoi? Tranquille. Non. Il m'a même proposé ses boucles d'oreilles en échange. Donc, Elle te prête pas les boucles d'oreilles? non, moi j'en veux pas des boucles d'oreilles. Allez. Oui, s'il a l'occasion, il va te barrer. Arrivés au camp, un à un, les orpailleurs vont être interrogés par Patrick, un major de la police aux frontières. Vous n'avez pas de papier d'identité. Donc vous allez être arrêté et placé en détention. Le temps de vérifier votre identité. Les démarches administratives sont compliquées et cette opération ne concerne qu'un infime pourcentage des orpailleurs cachés dans la jungle. Mais pour Patrick, dans ce nouveau Far West, ces missions sont très importantes. Ça met quand même un coup d'arrêt à leur insouciance, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont impunis, qu'ils peuvent tout faire. Et lorsqu'on fait des opérations ponctuelles comme ça, avec en conclusion des interpellations et des reconduites, c'est un signal fort. Au total, aujourd'hui, 25 clandestins brésiliens seront transportés en hélicoptère jusqu'à Cayenne. Ils seront ensuite placés en centre de rétention, puis expulsés. Pour ces orpailleurs habitués à la loi de la jungle, cette fois, c'est la loi française qui les a rattrapés. Le lendemain, un hélicoptère traverse de nouveau le ciel. C'est le ravitaillement. Un réconfort bienvenu après une semaine passée dans la boue et l'humidité.
Au menu, une soixantaine de packs d'eau potable et surtout 4 jours de rations militaires. C'est le caporal Baptiste qui s'occupe de la distribution. Une de chaque. 1, 2, 3, 4. Et 2 packs d'eau. Les rations sont toutes différentes. C'est l'heure pour l'adjudant Patrick de découvrir s'il est bien tombé. Le numéro 10, tartiflette, donc c'est pas mal du tout. Salade à l'italienne, bon c'est un peu moins bon. Et le menu sans porc, chili con carne et salade de pâte au saumon. C'est pas mal du tout. Mais tout le monde n'est pas ravi de son menu pour la semaine. Y'a pas le fromage fondu? Non. Ok, je vais voir ce que j'ai pour toi, mon gars. En fait, on négocie toujours parce qu'il y en a qui n'aiment pas certaines choses qu'il y a là-dedans. Donc, il y en a qui n'aiment pas le fromage, il y en a qui préfèrent les desserts. Donc, ouais, on fait des petits trocs de temps en temps. Moi, je suis fanat de fromage fondu que je mélange avec le plat. Mais c'est vrai que les yabons au chocolat, ils sont bons. Donc, des fois, c'est un peu difficile de se séparer son dessert, quoi. Donc, je vais voir. Je sais pas encore. Je vais réfléchir. Et Nicolas est dur en affaires. Ah ouais, mais ça, c'est le fromage fondu ancienne génération. Ah ben, pour l'instant... C'est pas le bleu. En plus, il fait le difficile. Alors attends, avant qu'il y ait quiproquo, je vais d'abord regarder ce que j'ai et après on fait un petit échange. Ok. Nico, échange avec moi en premier. Non. On a déjà vu ensemble. Sergent, commencez pas, sergent, s'il vous plaît. Lorsqu'ils passent des semaines dans la jungle pour casser la routine et changer des rations militaires, Nicolas, Baptiste et Joris n'ont qu'une seule solution, leur imagination. Regarde, là, il manque les bières. Et avec un petit bol de cacahuètes. Un petit bol de cacahuètes. Ouais, un petit bol. Un bol. Non, un long. quoi. C'est quoi qui te serait arrivé là? Grosse pâte à la carbonara, là, mais faite maison, un truc tagliatelle. Des vraies tagliatelles. Une bonne viande. Ah, ou une bonne viande. Une côte de bœuf au barbecue là. Ouais. Une bonne entrecôte. Avec des frites et vin rouge. Et un bon vin rouge. Ouais, un bon vin rouge. Tout sauf une ration en fait. Après ça, en fait. Je le vois bien l'appareil à raclette là, et puis. Ah, ici là, un bel appareil là. Vas-y, je fais chauffer. Après, on a du fromage fondu, hein. Le bon larzoul. Il est là. Voilà. Le bon fromage fondu. On voit les biscuits? Ça, c'est la raclette de ce soir. Ouh, la belle raclette. Moi, je vais vomir. Fromage fondu. Est-ce que c'est pareil qu'une raclette? C'est très 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 différent. Mais le goût n'est pas pareil quand même. Si on parle de bouffe comme ça, c'est parce que au moins par rapport aux gens civils de base, quand on rentre au moins on apprécie largement la bouffe et l'alcool. C'est le plaisir de la vie. Ceux qui ont un confort tous les jours, bah ils comprennent pas ça. Des frites. On va se mettre en place. Quand tu le mec, ça fait. Au centre d'entraînement en forêt équatoriale, pour les légionnaires en stage, la journée va mal commencer. Le chef, l'instructeur Thomas, a demandé qu'on lui apporte la poubelle. C'est Paulin qui s'en charge. Verificação, comme d'habitude. Verificação de tout. L'adjudant Thomas et son adjoint, le moniteur Norbert, veulent inspecter les déchets. Oh, curva. C'est bon. Monte là-bas. Et pour Norbert, ça ne va pas du tout. Une boîte est mal écrasée. Il y a avoir du sport de matin. Réveil musculaire. Un bon réveil musculaire. Le réveil musculaire, ce n'est autre qu'une punition collective. En fait, ce sont 5 boîtes de conserve qui ne sont pas assez aplaties. Et pour 5 boîtes mal écrasées, ce sont 500 polichinelles. Chaque fois que je vois un mec qui fait un polichinelle à l'arrache, vous allez de l'eau, vous allez sortir. Vous allez de l'eau, vous allez sortir. Attention pour le polichinelle. Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, dans l'eau, camarade, sur la gauche, il ne fait pas correctement. Personne qui est prêt, je dis. Allez, dans l'eau. Si Norbert, le moniteur, est aussi pointilleux sur ces déchets mal écrasés,
C'est parce que pendant toute la durée du stage, Allez, sautez, sautez, sautez. les légionnaires vont transporter la poubelle chacun à leur tour, sans jamais la vider. Allez, sautez, sautez, sautez. Vous avez 20 secondes pour sauter. 20. 11, 12. Elle doit donc prendre le moins de place possible. 15, 16, 17. Ah, courbe, attention, parce que... Silence, fermez vos gueules, on a dit d'écraser, pas de chasser. Les légionnaires vont passer le reste de la journée dans leur tenue humide. Alexandre, l'ancien jockey, relativise. Ah bah là oui, là, on a fait un petit sport là. Histoire de se réveiller, comme ça on est sûr d'être pas trop endormi. À disposition des AMF. Comment faire si on a un blessé, voire plusieurs blessés en son de la section? Ben, c'est le sujet des cours ce matin. La matinée va être consacrée à l'apprentissage des techniques d'évacuation de blessés par voie fluviale. L'objectif de cette formation en jungle, c'est de pouvoir continuer la mission coûte que coûte. Allez, Même s'ils ont perdu une partie de leur équipement, les légionnaires doivent savoir construire un radeau avec ce qu'ils ont sous la main. Quels d'autres moyens militaires? Les crocs, courba, ils flottent. Tu mets courba derrière la veste, oui, les crocs, ils flottent. Quoi encore? Quoi d'autre, j'ai dit? Sac étanche. Sac étanche. Vous regardez quoi, courba, à la télé? Dora Exploratrice? Power Rangers, courba? Je pose. Norbert, le moniteur, est plutôt MacGyver. Deux simples feuilles mortes enfermées dans une bâche, et le tour est joué. Et je pousse la feuille. Toi, je tourne. Je tords. Hop, vers l'avant. Je nage comme ça. Tout le monde pousse ça? Oui, toi. C'est maintenant au tour des légionnaires de faire preuve d'imagination. L'adjudant Thomas va les observer. Ils ont 5 minutes pour construire leur radeau de fortune. Il faut qu'ils arrivent, de toute façon. Ils n'ont pas de choix. Il n'y a personne qui est né un champion. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est l'entraînement qui fait les champions. Posez-la. Mais très vite, les champions de l'adjudant Thomas se blessent. Un petit coupure ici. Petit pansement. Go. Dans 60 secondes, t'es là. Ça arrive très souvent car ils ne font pas attention. Ben, moi, je pense qu'ils touchent plus souvent PlayStation que les couteaux. Vous êtes dur. Réaliste. Blessé pour la France. Dans la jungle, ces blessures sont prises très au sérieux. Avec l'humidité, elles ont du mal à sécher et s'infectent rapidement. Allez, descendez, descendez. Descendez et attendez-moi là-bas, la Belge. Oui, instructeur. Direction contrefort des Motouchi. 12e, c'était qui là? L'instructeur vient de donner à Paulin une astuce pour construire son radeau. Utiliser un morceau de moutouchi, un arbre de la mangrove, réputé pour son excellente flottabilité. 5, 6. Vous êtes sympa. Gentil, c'est pas un métier. Mais bon, ce n'est pas le but de faire noyer les gens ici. Mise à l'eau et go direction ponton. Restez groupés, répétez. Restez groupés. Les hommes vont parcourir une centaine de mètres pour vérifier la flottabilité de leur radeau. Pour tous, l'exercice est réussi. Dans quelques jours, les légionnaires vont partir 24 heures en forêt. Entre la fatigue, l'humidité et les animaux, les corps n'en ressortiront pas indemnes. Après, ils ne sont pas encore tellement fatigués. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vu encore la fatigue cumulée. Ils vont voir dans quelques jours qui suivent, pendant la phase de combat. Alors que l'adjudant Thomas se réjouit du programme qu'il réserve aux légionnaires, les soldats de l'opération Harpie, eux, font une pause dans la traque des orpailleurs.
Pas de repos pour autant, ils sont de corvée. Même au milieu de la jungle, le sergent Nicolas et ses hommes doivent faire le ménage. Là, on ratisse les déchets qui sont par terre, pour que ça fasse plus propre. Pourquoi? Pour vivre dans un environnement propre. Ces déchets, ce sont ceux des orpailleurs. Ils les ont laissés sur le camp avant l'arrivée des militaires. De quoi en énerver certains. On n'a pas fini si on commence à tout nettoyer. Le caporal Baptiste a 28 ans. Il est en Guyane depuis 2 ans. Ici, il est connu pour être le râleur du groupe. T'as pas l'air content. Ramasser la merde des autres, non? Si les militaires ont reçu l'ordre de nettoyer le camp, c'est qu'ils attendent une visite de la plus haute importance. Le sergent Alexia est dans la confidence. Peut-être, je dis bien peut-être, la venue du président de la République. Sachant qu'on sait qu'il va survoler la zone. Donc à voir s'il va descendre nous voir ou pas, si on a fait tout ça pour rien. Emmanuel Macron est en voyage officiel en Guyane. Au programme de la visite, la présentation du travail des militaires contre les orpailleurs. Lors de son survol de la forêt, le président pourrait décider de se poser pour saluer ses troupes. S'il vient et puis qu'il fait une photo avec nous, ça, ce serait cool. Une petite photo dans la jungle, avec tous les autres, avec tous les camarades. Ça peut être un truc sympa. Elle est belle, ma pointe. Avant l'arrivée éventuelle du président, les militaires ont une autre tâche à effectuer. Et elle est peu banale en forêt. Alors là, on a creusé en fait un trou afin de pouvoir poser le mât des couleurs. Ça nous permettra d'afficher le drapeau français. Mais au moment de redresser le mât, une petite anomalie apparaît. Il est tordu. Ça fait une canne à pêche, quoi. Ça vous les couleurs. Il va nous prendre pour des cons. Viendra ou viendra pas. Pour les militaires, les paris sont ouverts. Nicolas est convaincu qu'il va descendre. Baptiste Le Grognon pense au contraire que le nettoyage n'a servi à rien. Je pense qu'il sait que je suis là, donc il va descendre. Qu'est-ce que vous avez parlé? Un riz au lait contre un muesli. Ah, la bouffe sur le terrain, c'est la vie. Ah, moi j'ai parié qu'il descendait pas. Lui, il a parié que toi, moi je suis... Qui survolait la zone mais qui venait pas. Demain, normalement je me claque 2 muesli, les gars. Pour le patron, le commandant Thomas, tout est prêt pour accueillir le président. Le dispositif de sécurité est en place. Il n'y a plus qu'à attendre. À 3 minutes pour le survol officiel. Tous les regards se tournent vers le ciel. Le président se posera-t-il? Après quelques minutes de survol, l'hélicoptère présidentiel disparaît derrière les cimes. Pour les parieurs, c'est l'heure de solder les comptes. Des paris, j'ai perdu. Qui doit quoi à qui? Demain je me fais 2 muesli. J'ai perdu un muesli. Voilà, donc... Ah oui, mais il a tout vu. Tant pis. Baptiste Le Grognon au fond est aux anges, mais ça ne va pas durer. Je vous remercie, sergent. De rien. Mais je suis quand même fallu parce que je me suis rasé pour rien, ça compte sa merde. Ouais. Ah, c'est une victoire au goût amer, dirons-nous. J'ai gagné un muesli, mais j'ai perdu une barbe. J'ai gagné des boutons. je suis refait. Ah, ce soir, je vais peut-être me faire le riz au lait dans le muesli. Dans l'après-midi, les choses sérieuses reprennent. Le sergent Nicolas et le caporal Baptiste partent explorer la jungle. La mission aujourd'hui, récupérer le matériel d'orpaillage que les clandestins ont caché dans la forêt. Mais avant, il va falloir marcher pendant 2 heures. Pour Baptiste, le râleur, s'engager dans l'armée, ce n'est pas seulement un choix, c'est aussi une tradition familiale. Père militaire, mes oncles militaires, quasiment tous les hommes de la famille ont fait l'armée. Si ce n'est tous, d'ailleurs. Mon grand-père, qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Le site d'orpaillage que les soldats ont repéré, le voici. Une portion de forêt déboisée sauvagement par les chercheurs d'or. Au centre, un gigantesque cratère rempli d'eau et de mercure par les orpailleurs. Le mercure agglomère les paillettes d'or. Elles apparaissent quand la boue est filtrée. Là, c'est quand même grand. Travail de fourmi.
Pour le capitaine Arthur, les clandestins sont responsables d'un véritable désastre écologique. Presque aussi grande, voire plus grande. À force de creuser, ça déstabilise les arbres et les arbres tombent les uns après les autres. Vous voyez par exemple celui-là, on voit les racines, il est tombé comme ça, quoi. Et partout c'est comme ça. Depuis 2001, sur l'ensemble de la forêt guyanaise, les ONG écologistes estiment que l'orpaillage illégal a causé la déforestation de près de 20 000 hectares. C'est 2 fois la superficie de la ville de Paris. Donc voilà, on va commencer les recherches. En avant, quoi. Chasse au trésor. Ces trésors que Nicolas et le reste de l'équipe vont débusquer, c'est le matériel des orpailleurs. À l'arrivée des militaires dans la zone, il y a quelques jours, ils ont caché tout ce qu'ils pouvaient, même dans la boue. Pas de risque sanitaire pour les soldats cependant. Le mercure est un métal lourd, il descend directement dans les sous-sols. Très rapidement, Baptiste et Nicolas découvrent un long tuyau caché sous l'eau. À son bout, une lance, un peu comme celle des pompiers. Là, ils prennent, ils creusent la terre avec ça, à haute pression. Et après, ça crée des barreaux comme ça. Baptiste, lui, est déjà sur une autre piste. Là, si on voit, il y a les traces de gasoil. Et là, en fait, vu que c'est brûlé, on voit qu'il y a le moteur. Vu que c'est en pente, souvent, ils bazardent dedans. Et quoi, ils le récupèrent après? Oui. C'est tout con, ils mettent un bout de bois, il y a une petite corde. Et le moteur, en fait, il est attaché à la corde. Comme ça, ils savent que c'est un repère pour eux. Nicolas est le premier à descendre dans l'eau. Il y a un truc... Eh oui, papa. Il y a un truc. Je crois que c'est le corps de pompe. Ah, il est profond. Ah ouais, j'arrive. Le corps de pompe, c'est la machine qui sert à filtrer la boue pour dégager les paillettes d'or. Ah si, c'est l'arrêt du moteur, ça. Là, je l'ai, là. Putain, ça bouge bien, mais ça veut pas venir. Ah, putain, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc au bout, hein. Ouais. C'est un gros... c'est un gros corps. Une pièce qui pèse des dizaines de kilos. Ouais. 1, 2... Ok. Un beau corps de pompe. Tout autour de cet étang artificiel, dans les fourrés, les soldats retrouvent des pièces et des moteurs. La petite usine des orpailleurs sort de terre. Des gendarmes accompagnent l'équipe de Nicolas et de Baptiste. Ils sont chargés de détruire tout le matériel. Pour les moteurs, ils utilisent des pots thermiques. Un équipement qui permet de faire fondre le métal. Et là, c'est efficace. Là, ils sont... les moteurs sont morts. Ils peuvent plus rien récupérer. Ils auront du mal à récupérer là-dessus, même s'ils sont doués. Bilan de la mission, 4 moteurs, des tuyaux, une lance à eau et une pompe filtrante. De quoi dissuader les orpailleurs de revenir. Oh, c'est bon, c'est une bonne journée. Pour relancer leur activité, ils devraient tout racheminer depuis le Brésil. Un travail de titan. Il y a 150 km à parcourir dans la jungle pour atteindre ce site. Sous la canopée, la nature est hostile. La faune qui vit dans la jungle amazonienne est l'une des plus dangereuses de la planète. Au centre d'entraînement en forêt équatoriale, le Cefeu, les 18 légionnaires vont découvrir les animaux qu'ils risquent de croiser lors de leur première expédition nocturne, dans quelques heures. Bon, on va commencer. L'instructeur, l'adjudant Thomas, va leur apprendre à réagir devant ces redoutables prédateurs. Présentation de Monsieur Jaguar, la mascotte de Cefeu. C'est un plus grand félin de la forêt amazonienne. Donc de l'ordre, nous avons Jaguar, pour un Puma, puis après l'Oslo.
Le jaguar, 2 mètres de long et 180 kg, a la mâchoire la plus puissante des félins. Il est capable de broyer un caïman. Il attrape par les boîtes crâniennes. Et il écrase les boîtes crâniennes. Ceux qui vont avoir malheur de voir jaguar face à lui, surtout, restez face à lui. Hein? Il ne faut pas tourner le dos. D'accord. Pas de geste brusque, restez face à lui. Et petit, il faut reculer. Toujours, gardons un contact visuel sur lui. Autre animal redouté, l'anaconda. Ce serpent géant qui peut peser jusqu'à 250 kg. Lorsqu'on traverse une zone marécageuse, dès que ça sent un peu de l'ammoniac, qu'on les pisse des chats, ça sent exactement pareil. Ça se voit qu'on vient entrer dans une nid d'anaconda. Anaconda, elle est très réputée pour son chair, hein, car sa viande, si vous avez l'occasion de les trouver pendant votre survie, si jamais vous êtes perdu, vous n'avez pas mangé depuis quelques jours, sa chair est très bonne pour manger. De l'anaconda pour le dîner, Paulin est sceptique. Tu t'imagines chasser ça? Non. S'il faut. Si elle a suivi. Ensuite, nous avons ici des caïmans. Certains, il faut vous mesurer jusqu'aux 7 mètres. Les plus connus, on a caïman gris, caïman à lunettes, caïman rouge et caïman noir. Là également aussi, caïman est comestible. Sa chair est très réputée, elle est très bonne pour manger. Mais ces animaux ne sont peut-être pas les plus redoutables. Les insectes plus petits peuvent s'avérer plus dangereux, comme les guêpes guyanaises, très agressives, surnommées les mouches à feu. Il y a aussi les fourmis et des chenilles urticantes, ou encore des araignées qui aiment particulièrement se nicher dans les chaussures. Après avoir fait connaissance avec les animaux, cette nuit, les légionnaires vont s'en approcher. Ils partent en expédition en forêt. À la nuit tombée, sous la végétation, l'obscurité est totale. Grâce à notre caméra à vision nocturne, nous suivons la progression des soldats qui avancent à l'aveugle. Une première pour Alexandre, l'ancien jockey. On fait tout avec les gestes, on se touche et tout, pour se situer. Après, doucement. Il est 22h. Les légionnaires sont sur le pied de guerre depuis 4 heures du matin, leurs nerfs sont à vif. Et les esprits s'échauffent. Quand j'appelle 23, vous venez, putain. Arrêtez de péter les couilles. Arrêtez de gueuler dans la nuit. Et vous réveillez-vous là. Bouge plus. Certains sont à bout de force, pris de vomissements. Comme le soldat serbe qui avait déjà échoué à l'épreuve de natation. Il n'est plus capable de porter son sac à dos. Un peu fatigué. Non, c'est pas vrai. Pose-toi ça. Un chef de l'encadrement lui ordonne d'échanger son sac avec celui d'un camarade qui est moins lourd, pour qu'il continue d'avancer. Allez, on y va. Quelqu'un est sur le banc. Ah ouais, c'est un peu dur. À la Légion, on arrive tous ensemble, ou on n'arrive pas. Bientôt, c'est une hécatombe dans les rangs. Les insectes s'attaquent aux soldats. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, mon Dieu? C'est pas ici. C'est trop mal? Ça va. Hein? Ça va. Alors, avec ton dent, on va arrêter de casser les couilles. Oui. Quoi? Va dire ton chef du groupe. Mets ton formation en ligne, rapidement. Je ne connais pas les qui m'ont mort, c'est ma enquête. Prendre des bestioles, les blanches, des araignées, des fourmis, des petites fourmis qui peuvent monter rapidement. Voilà. Ce qui a mordu les hommes
Ce sont des fourmis manioc, des fourmis géantes. Elles peuvent mesurer 3 cm et leur morsure est très douloureuse. Ah, ça fait mal parce que quand on arrache la fourmi, la tête il reste pensée en fait. Ces fourmis-là, elle est utilisée par les Amérindiens. Donc, dès qu'ils ont des grands plaies sur la peau, donc ils utilisent comme point de suture, comme elle est vraiment puissante. Après plus d'1 heure de marche, le groupe s'apprête à faire un bivouac tactique. Ok, commencez déjà à installer. C'est-à-dire monter un camp très proche d'une zone ennemie fictive, pour être prêt à lancer l'assaut à l'aube, et ainsi surprendre les adversaires en plein sommeil. Personne ne parle, il ne faut surtout pas se faire repérer. Avec le manque de lumière, on n'a pas la capacité d'installer la grosse bâche, le tout pour tout. Ouais. Donc il y a un hamac, soit un hamac filé, soit un hamac comme ça. Et c'est avec l'idée de, dans 5 minutes, on peut tout emballer et on va être capable de tailler route. Scott s'est engagé dans la Navy à l'âge de 20 ans. Mais après un contrôle positif aux stéroïdes, des hormones censées aider à prendre de la masse musculaire, l'armée américaine l'a renvoyé. En lui permettant d'intégrer la Légion étrangère, Scott considère que la France lui a donné une nouvelle chance d'être soldat. J'ai eu des sous-officiers, sergents, chef de groupe dans les étrangères. Donc pour moi, j'ai regagné mon honneur que j'ai perdu. Moi, j'espère que cette année qui va venir, que je serai naturalisé et je serai français. Bonne nuit. Alexandre, l'ancien jockey, prend sa garde pour les 2 premières heures. Dans ce campement de fortune, le calme ne va pas régner très longtemps. Il est 1 heure du matin et des instructeurs cachés à 100 mètres de là réservent une surprise aux légionnaires. Ces 2 chefs du centre d'entraînement simulent une attaque avec des balles à blanc. Ils veulent observer la réaction de leurs stagiaires. Pour l'instant, aucune réplique. Sergent, retirez. 2 coups de feu. Tassez les oreilles. Plus les chefs s'approchent, plus ils intensifient leurs tirs. Dans le camp d'en face, les légionnaires ont eu le bon réflexe. Ils ne se sont pas précipités. Ils sont restés discrets et ils ne ripostent que lorsque l'ennemi est à portée de tir. Allez, on place rapidement. Pour un beau 50 mètres en arrière, en avant. Ok, on rend le contact. Allez, défaites tout, rapidement. Allez, récupérez tous vos affaires rapidement. Vous avez 2 minutes. Conformément à la procédure, les soldats démontent le camp. C'est la guerre. Ils prennent la route pour s'exfiltrer. Donc la section a bien réagi parce qu'elle nous a pris à partie au dernier moment. Elle a bien évalué le niveau de menace. Après, on voit que les petits savoir-faire sont mis en place. Retour au cessez-feu. Après une nuit blanche. Alexandre et ses camarades sont épuisés. Leurs visages sont marqués, cernés. Là, on est dans une rusticité, mais c'est beaucoup de rusticité parce que là, on vit avec peu de confort, on a peu de sommeil. Voilà, pour moi, c'est rusticité, envie de se battre parce qu'il faut aller jusqu'au bout de soi et aussi beaucoup de motivation. Parce que si on n'est pas motivé, ça sert à rien de le faire. Mais il n'y a pas seulement la fatigue. Les corps sont meurtris. Et il reste encore le plus important, l'examen final. Les blessures endolorissent les pieds. Il faut soigner ampoules et mycoses pour aller jusqu'au bout. Et on
on dort en tenue telle qu'on nous voit là, c'est-à-dire les rangers comme ceci là, les rangers et chaussettes mouillées. En fait, on dort dans le même état, sans se laver, avec zéro lumière, tout ça. Et du coup, 2 jours sans se laver et sans enlever les rangers, ça fait pas très du bien aux pieds, quoi. Donc elles ont pris beaucoup la flotte. Mais ça va sécher vite et puis après, c'est reparti. Le pot devient tellement fissuré que ça fait mal, c'est presque comme un play. Là. C'est comme un cadavre dans l'eau. Le pot, ça commence à partir. Certains sont brûlés par les frottements de leurs sacs à dos ou par les armes. Ah oui, ça fait mal quand je porte les sacs, comme ça, ça va. Mais quand je porte, ça gratte et ça fait mal. Ouais. Paulin a la chance de ne pas être blessé. Il reprend des forces. Besoin d'énergie? Ah oui, il faut. Ça fait du bien, hein. Je crois que ça peut encore tenir pendant longtemps. Mais le répit va être de courte durée. Cet après-midi, les légionnaires reprennent l'entraînement. Et dès le lendemain, ils partent pour l'étape décisive de leur stage, la synthèse, 24 heures de combat dans la jungle, pendant lesquelles ils vont devoir mettre en application toutes les techniques apprises pendant les exercices. Une ultime épreuve qui sera cruciale pour leur notation finale et l'obtention de leur certification. À 1 heure de vol du centre d'entraînement, nous retrouvons les militaires du 9e régiment d'infanterie de marine qui traquent les chasseurs d'or. Au petit matin, le capitaine Arthur est en communication avec le commandement à Cayenne. Le renseignement militaire l'informe qu'une bande armée a été repérée dans la zone. C'est un groupe mafieux qui règne sur l'approvisionnement des orpailleurs dans la jungle. Le chef de gang s'appelle Zélouis. Denis Zélouis, qui est le chef de bande, qui rançonne depuis bientôt 8 mois. Et donc qui dispose un groupe d'une 12aine de personnes qui dispose d'armes à feu et qui traite également de logistique au profit des étrangers en situation irrégulière qui orpaillent sur le sol français. Les militaires ont reçu l'autorisation de procéder à la recherche et à l'arrestation de la bande de Zélouis. C'est le sergent Joris qui dirige l'équipe, composée de soldats et de gendarmes. La traque, c'est sa spécialité. Mais pour cette mission, il est particulièrement sur ses gardes. Toute sa bande, c'est une bande armée qui est réputée pour être violente dans la région. Contrairement à beaucoup d'orpailleurs qui sont... Quand on arrive, ils fuient, quoi. Eux, c'est un peu plus chaud avec eux. À l'approche d'un village, les soldats sont repérés par des chiens. Le chien, il annonce une présence étrangère sur le camp. Donc là, par rapport aux aboiements du chien, ils savent que nous, on arrive sur leur camp. Les militaires pressent le pas. La bande de Zélouis est peut-être là. Joris donne les ordres. Vous allez tous les deux sur le plan de travail directement. On s'occupe des personnels. Les soldats aperçoivent un homme qui s'enfuit au pas de course. Oh! Hé! Fais pas semblant! Allez! Il a du sang. Il saigne. Faut faire attention. Dans sa fuite, l'homme s'est blessé en chutant. Il marche difficilement. Je te rapproche un peu, il va s'en faire vite. Ça va. Allez, pas courir. Ah, s'il s'enfuit, c'est pas pour rien. Ah oui. Là-bas, et puis on va. C'est son sac, ça? Ok, les gars, continuez sur la zone de travail. Là. Elle est où? Elle est plus loin? Soudain, des chiens aboient à nouveau. Au loin, cette fois. Trace.
Ils trahissent la présence d'autres hommes dans les parages. Je pars avec eux. Une partie de la section se lance à leur trousse. Pour identifier le fuyard, les militaires possèdent un trombinoscope des criminels recherchés. Joris est pris d'un doute. Ok. Il y a un tatou sur le bras gauche. Ouais. Ouais. Visiblement, il ne s'agit pas d'un des hommes de Zélouis. Non. Il n'est pas sur la liste là, donc la gendarme va finir ce qu'il a à faire. Il sera sûrement ensuite relâché. Pourquoi vous avez couru? J'ai eu peur. J'étais en train de dormir. Et quand je les ai vus approcher, j'ai voulu m'enfuir. Joris et les gendarmes s'enfoncent à nouveau dans la jungle pour reprendre les recherches. Quelques heures plus tard, le groupe qui avait poursuivi la piste des aboiements rentre au camp. Il a intercepté un homme. Le temps de procéder à des vérifications, l'individu est placé sous haute surveillance. Les militaires qui l'ont arrêté rendent compte au capitaine Arthur. On a passé un lion et on a fait les 25 mètres après, il n'y a plus une odeur de bouffe ou de café. On a retourné, on a pas mal descendu. Et au bout du compte, il y avait un cure-hôtel et il y en avait 2 sur place. Et là, ils se sont barrés. Ah, c'est bien. Les militaires ne le savent pas encore, mais ils viennent d'arrêter un gros bonnet. L'homme déclare une identité, mais elle est peut-être fausse. Alors ils le prennent en photo. Ouais. Oui, mais j'ai déjà appelé le capitaine, j'attends sa réponse. Les clichés vont être analysés à Cayenne. Il se renseigne au niveau du CCO et il me recontacte ou je le recontacte dans les 10 minutes. Le Brésilien prétend ne pas savoir pourquoi il est là. Il n'y a qu'eux qui savent pourquoi je suis là. Moi, j'en sais rien. Je suis juste un clandestin, un chercheur d'or. Mais quelques minutes plus tard, le capitaine Arthur reçoit une information capitale. L'homme a été formellement identifié par les services de renseignement. La dernière. Et voilà. Donc un individu qui se fait surnommer Badé, qui aurait été chef de gang à Macapá, qui aurait tué plusieurs personnes au Brésil et sur des sites d'orpaillage. Il est réputé pour être un tueur professionnel. Alors il fait partie des plus recherchés puisqu'il fait partie de la bande de Zélouis et qu'il est l'oncle de Zélouis en personne. Donc c'est ce qu'on peut appeler une grosse prise. Ce tueur à gages est donc l'oncle de Zélouis, le parrain de la jungle. Riche de cette information, les gendarmes décident de le transférer immédiatement à Cayenne. Si son identité est définitivement confirmée, la France l'extradera vers le Brésil, où il encourt la prison à vie. Dans la jungle, le balai des hélicoptères est incessant. Ils permettent d'acheminer en 1 heure du matériel sur cette base, alors qu'il faudrait plusieurs jours en pirogue. La cargaison qui arrive est très sensible. 1,5 tonne d'explosifs. Pour raser tous les sites d'orpaillage repérés cette semaine. 30 militaires sont chargés de cette mission délicate. À la tête des opérations, le commandant Thomas. J'arrive par ici, là. Allez, gars, descendez. Il a convoqué ses hommes à un briefing de sécurité. Car la moindre erreur peut être fatale. On va détruire de manière à ce que pour reprendre le boulot, ça leur prenne du temps et ça leur coûte très cher. Les manips qu'on va faire là, c'est des manips pointus. Il y en a qui commencent à fatiguer parce qu'ils sont là depuis un moment. Donc on reste attentif. Quand on met à feu, on sache où est tout le monde. Voilà. Malgré toutes les précautions, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. En opération, les militaires sont toujours accompagnés d'un médecin du service de santé des armées, comme Vanessa. Elle n'est pas très rassurée. Les explosifs sont stockés dans son dortoir. Il est où votre mec? Juste à côté. Moi, je suis sûre que personne n'y touchera comme ça.
Selon la procédure, avant de tout faire exploser, les soldats commencent par sécuriser les zones à détruire. L'artificier en chef, c'est le capitaine Julien, à côté d'Alexia. La jeune femme sera son second tout au long des opérations. Alors là, on va marquer le puits pour alerter les gens dans les environs qu'il va y avoir une destruction demain sur cette zone. Faites un petit tour en vous enroulant sur les arbres, pas trop loin. L'arbre qui est là, l'arbre qui est juste ici, ça ira très bien. Pour prévenir les clandestins brésiliens, de la rubalise est placée tout autour des zones. Et des panneaux signalant le danger sont rédigés en français et en portugais. Ne pas s'approcher, destruction à l'explosif, risque d'effondrement, danger de mort. Surtout, les orpailleurs ne sont pas les seuls qui pourraient se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je pense qu'il y a aussi les enfants, les femmes qui ne sont pas forcément orpailleurs, mais qui peuvent être dans la jungle, dans les alentours. Donc on est quand même c'est quand même le devoir de prévenir la population. Les hommes d'Alexia et du capitaine Julien vont sécuriser au total 27 puits et 13 galeries. Les explosions sont prévues dès le lendemain. À la tombée de la nuit, au centre d'entraînement en forêt équatoriale, les légionnaires s'apprêtent à partir pour la dernière étape de leur stage. C'est l'évaluation finale dont dépend l'obtention de leur brevet. Pendant les prochaines 24 heures, ils vont devoir prouver qu'ils sont opérationnels au combat en jungle. C'est maintenant le moment de se réveiller. En régiment, Scott l'Américain est chef de groupe. Il commande 5 hommes. Du coup, pour ce dernier exercice, les instructeurs l'ont responsabilisé. Ils lui ont demandé de diriger une partie de la mission. Le scénario est simple. Un groupe d'orpailleurs illégaux et armés doit être arrêté et évacué de la forêt. Je vous présente le casse à sable qu'on a préparé qui représente notre zone de manœuvre. Les différentes zones qui nous intéressaient, c'est marqué ici sur le carton avec le drisse noire qui représente notre chemin d'infiltration. Le capitaine Arnaud, l'un des formateurs, a monté le scénario. Il a prévu une prise à partie violente. Il y aura des faux blessés, et si la tactique des légionnaires est mauvaise, peut-être des morts. L'enjeu pour ces hommes, c'est de réussir leur mission avant tout. On peut très bien avoir un échec parce que la section ne garde pas assez de distance. Trop de personnes tombent en même temps sous le feu. La section est tout simplement peut-être annihilée par l'ennemi. Il est 20h. Les légionnaires vont prendre position dans la jungle, à quelques kilomètres de leur cible. Une fois débarqués, ils établissent un bivouac tactique. C'est la technique qu'ils ont apprise en stage. Les hommes sont exténués et parfois blessés. Scott est conscient de son rôle de chef de groupe. Il doit soutenir ceux qui sont en difficulté. Autant de chef de groupe, moi je dois connaître le mec dans mon groupe assez bien, d'être là avant le crack. Là. Moi j'étais dans le militaire américain aussi et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient faibles dans leur mentalité, qui étaient capables de facilement abandonner à n'importe quel moment. Mais il y a quelque chose dans la tête de légionnaire que le mec il ne s'abandonne pas. Pour Scott, la solidarité des légionnaires est inébranlable, même en cas de blessure ou de mort. La dernière ligne dans le code de l'honneur des légionnaires, c'est on n'abandonne jamais ni tes blessés, ni tes hommes, ni tes morts. Les légionnaires vont pouvoir se reposer pendant une poignée d'heures. À 5h du matin, ils sont déjà en pleine préparation pour l'attaque du camp d'orpailleurs. Pour Alexandre, l'ancien jockey reconverti depuis 2 ans, la pression monte. Vous êtes prêts? On va voir. Logiquement, ça va aller, mais on va voir. Est-ce que vous redoutez là? Qu'on foire. Qu'on foire la mission.
qu'il y a un truc, voilà, personnellement c'est ça que j'ai pas trop envie, c'est qu'on foire la mission. Dès 6 heures, la mission débute par un long chemin d'infiltration de 5 km avec 40 kg sur le dos. À partir de maintenant, les légionnaires peuvent se faire repérer et se faire attaquer à n'importe quel moment. Vous avez la même distance entre vous, okay? C'est jour. On est 10 à 15 mètres entre chacun. Lors de leur progression, les hommes font des arrêts tactiques. Ils attendent pendant plusieurs minutes, sans bruit, pour observer les alentours et détecter une éventuelle présence ennemie. En quelques secondes seulement, certains tombent de sommeil. Ils sont rappelés à l'ordre par leurs camarades. Mort pour la France. 21 RAS pour la reprise de progression tout à l'heure. C'est bon pour le topo. Allez, on se répète, fais du poulet. Là. À l'approche d'une clairière, les légionnaires repèrent un convoi ennemi, du renfort qui se dirige vers le camp à neutraliser. Allez, en avant. Poste-toi. Allez, deuxième groupe avancé. Allez, toi, vas-y, derrière là. Pour éviter que ces renforts arrivent à destination, les légionnaires décident d'intervenir. Manque de chance pour Alexandre, son arme s'est enrayée. Après quelques minutes de tir nourri, les légionnaires semblent avoir atteint leur premier objectif de la journée. Est-ce que les ennemis sont détruits? Les tirs ont cessé, mais à cette distance, difficile d'évaluer s'il reste un ennemi. Allez, les deux ennemis dépassés, les blessés. Allez, les autres deux, derrière moi, allez. Surtout, les légionnaires ont 2 faux blessés dans leur rang. Vas-y, balance la fumigène, vas-y. Allez. Pour évacuer les victimes, Alexandre crée un écran de fumée. Et un légionnaire assure des tirs de couverture. Décrochez! Jusqu'au point de regroupement là-bas, les autres. On commence à faire les premières choses, se baisser en arrière. À l'arrière, les blessés sont examinés. Écoutez, j'ai dû blesser, lui blessé au niveau du bras à droite. C'était juste l'extérieur, ok, rien de touché, rien de mortel. C'est Scott qui s'occupe des premiers soins. Il a son brevet d'auxiliaire sanitaire de la Légion. Hémorragie, j'ai mis un guéro et un plasma compressif. Morphine déjà mis. L'instructeur Thomas observe toute l'opération en silence. Il ne fera aucun commentaire pendant l'évaluation. Pour l'instant, elle est stable. M comme morphine. Sur le front des victimes, les soldats notent les médicaments et les heures d'administration pour éviter les surdoses. Si jamais comme quelqu'un demande ça à 8h10, ok? Ok. Allez, embarquez tôt. Préparez-vous à repartir une fois que Pirogue a récupéré les blessés. Les blessés sont évacués par pirogue vers le centre de soins le plus proche. Pour les légionnaires restants, la mission continue. Ils sont désormais à 300 mètres de l'objectif, le camp d'orpailleurs illégaux. Il y a ennemi ici à côté, il y a ennemi en face. Je vous, baisse ta tête. À l'assaut, à moi. Aux côtés de Scott, Paulin est en première ligne. Tirez! Laissez le feu! 21. Les légionnaires pénètrent sur le camp des orpailleurs. Tout semble calme. Il y a encore un mec là-bas, regarde, couché. Les membres de l'encadrement qui jouent le rôle des clandestins ont tous été abattus. Par précaution, même laissés pour morts, ils sont désarmés. Voilà, on a gagné. Ça s'est bien se passer. On ne peut pas reproduire la peur
de combattre, mais avec le stress et la fatigue de l'entraînement, l'action, ça va devenir plus naturel. Allez, ok, même chose. Préparez-vous pour lever. Lever. Nagui, on y va. L'attaque a fait un nouveau faux blessé parmi les stagiaires. Scott, Alexandre, Paulin et les autres légionnaires sont épuisés après 15 jours de stage intense. Mais il faut encore transporter cette dernière victime avec ce brancard de fortune sur 5 km. Ce qui leur permet de tenir, c'est un mental d'acier et la cohésion du groupe. Allez, il manque 40 mètres. Lance tout droit. Hey, tout droit. Arrivés au feu, les légionnaires rassemblent leurs dernières forces pour honorer la tradition qui veut que l'on érige le blessé ramené au camp. C'est bon. Allez, poussez. Plus, allez. Puis, les soldats fêtent leur victoire avec un cri de guerre. Vive la jungle en portugais. Sac contre les murs. Vous, direction lavabo. Rincez les visages pour ne pas avoir couvert la soignure. Enlevez tout ce qui est équipement couvert des têtes. Quand vous êtes, remise des brevets de la Fullman. Si les légionnaires ont réussi leur mission collective, ils n'ont peut-être pas pour autant été individuellement à la hauteur. Ils vont connaître le verdict dans quelques minutes. Pour les militaires du 9e régiment d'infanterie de marine, c'est le moment de faire exploser les mines d'or clandestines. Ils vont transporter les explosifs grâce à ces quads saisis aux orpailleurs. Pour sécuriser ce convoi exceptionnel, 2 hommes du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, sont venus en renfort. Ces spécialistes des missions à risque craignent notamment des représailles de la bande de Zélouis. Ils savent pertinemment où on va aller faire exploser les choses ce matin. Donc, il n'y a pas de 36 possibilités de route pour y accéder. Et en plus, hier, on a reconnu les zones. Donc, effectivement, moi, hier, en passant, il y a plusieurs points qui m'ont déclenché des petits signaux d'alarme par rapport au convoi. Donc, ce matin, pour moi, il est essentiel qu'on assure la sécurité du convoi pendant le dispositif. Le convoi est chargé d'une énorme quantité d'explosifs. Sur ces routes défoncées par la pluie et la végétation, il faut prendre un maximum de précautions. Les quads progressent tant bien que mal. Quand soudain... Ah merde! Le pont il a cédé là. Un pilote a un accident en traversant une rivière. Pas de blessure ni d'explosion. Mais seule une roue coincée sous un tronc empêche le quad de se renverser. Malgré les efforts des militaires, le véhicule reste bloqué. C'est une très mauvaise nouvelle pour le GIGN. Le convoi est coupé en deux et ses soldats sont vulnérables. Là, le convoi est parti seul, bon, certes avec des personnels autour, mais nous, on est en arrière du coup par rapport à cette problématique de quad et par rapport au fait qu'on ait dû changer la dynamique du convoi et ça, c'est un vrai problème pour moi. Après 1 heure d'angoisse, le convoi repart. Et les explosifs parviennent enfin au capitaine Julien et au sergent Alexia. Ça roule, donc on décharge ça c'est pour vous. Le premier site à détruire, c'est une mine creusée à flanc de colline, avec un petit réseau de rails. Ah, il y avait des petits chariots avec des petits roulements à billes là, qui étaient au bord et en fait qui leur servaient à charger les minerais. En fait, comme c'est légèrement en pente, ils avaient qu'à laisser glisser jusqu'en bas. Ça là, ils ont fait le stop avec le pneu là. Hop, le chariot venait plein jusqu'ici et puis il y avait des mecs dehors qui n'avaient plus qu'à... Voilà, et puis les mecs qui ramenaient sur les autres zones pour aller concasser ça sur les côtés.
C'est bien organisé. Pour le sergent Alexia, détruire cette mine est un défi de taille. Ouais, enfin là, elle est impressionnante. Elle fait 150 mètres, celle-là. Même les mecs qui ont déjà vu des mines ou autres, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc là, c'est quand même du gros travail. À voir si on va réussir à tout péter et à faire en sorte qu'ils ne puissent pas la réutiliser ou qu'ils ne puissent pas recommencer d'ici quelques semaines ou quelques mois. Alors. Le tunnel est large d'à peine 1,20 m pour 1,70 m de hauteur. C'est un espace très confiné, dans lequel travaillaient des dizaines d'orpailleurs. C'est un peu voyage au centre de la Terre, cette histoire. L'étayage est rudimentaire. Les murs ne sont pas protégés et seules quelques planches au plafond empêchent la galerie de s'effondrer. Des conditions dangereuses pour les militaires. Tout au fond se trouve le filon creusé par les orpailleurs. Alors, donc notre or, en fait, il va être là-dedans, dans les veines noires qu'on peut voir. Hein, vous entendez? C'est de la terre, ces meubles. Et si je tape sur mon noir, hein, on sent qu'on n'est pas sur de la terre là. Là, on est sur du minerai. Et dans notre minerai, c'est ça en fait qu'ils vont essayer de concasser. D'accord? C'est ce quartz qu'ils vont essayer de concasser. Et c'est dans ce quartz qu'on peut voir là, hein, blanc et noir, qu'il va y avoir les petites particules d'or qui vont ensuite réussir à extraire avec du mercure. Allez, on ressort. À l'extérieur, Alexia et son équipe préparent les explosifs. Tout d'abord, les détonateurs qui seront reliés à l'appareil de mise à feu. Tu prends une charge, tu la mets dedans, tu la fais sortir par un éclipse, tiens. Oui. L'explosif, lui, se présente sous forme de petites billes. Grâce aux détonateurs placés dans le même bidon, elles vont se disperser. Lors de ces opérations, un médecin comme Vanessa est toujours mobilisé. Toutes les manœuvres à risque, comme les explosifs, en fait, ça nécessite un soutien avec un médecin sur zone. Quels sont les risques sanitaires Là, c'est surtout la réception d'éclats, éventuellement la chute, ou s'il y a une charge qui n'explose pas pendant la mise à feu et qu'elle explose pendant la phase de contrôle. À ce moment-là, il peut y avoir des blessés. Les militaires ne le savent pas encore, mais aujourd'hui, il va y avoir un blessé. C'est good, vous avez de la loupiote, j'espère. Ça donne. Allez, go! Les hommes d'Alexia vont placer les explosifs dans la galerie. Pour que la construction s'effondre entièrement lors de l'explosion, il faut creuser les parois pour y mettre les charges. Un travail de longue haleine. Ça va être un bordel, putain. C'est pas évident de travailler dans un espace confiné. Non, c'est la merde. Mais bon. Moi, en tout cas, qui suis moniteur sur la manip, j'ai pas le visuel sur tous les mecs. On est dans le noir, on est un peu confiné, donc oui, c'est sûr que c'est pas simple. Ok, toi, t'en restes 2, nickel. La galerie est enfin entièrement piégée. Plus que quelques minutes avant l'explosion. Allez, good job. Oui, mais marche plus. C'est bien. À quelques centaines de mètres de là, le capitaine Julien, lui, finit de préparer la destruction des puits. Placé à bonne distance de sécurité, c'est lui qui va lancer la mise à feu sur les différents sites. Tu charges en un premier temps et t'attends ton compte à rebours à 0 pour envoyer. Charge. Pour tous les éléments, attention, mise à feu dans 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Après la destruction des puits, c'est au tour de la galerie.
Une fois les débris retombés et les fumées dégagées, le capitaine Julien se rend sur place pour constater les dégâts. Donc là, on voit qu'il y a vraiment eu un bon effondrement de la partie la plus proche de nous, de l'entrée. Si à l'entrée ça s'est bien passé, comme on a fait une chaîne, on a fait en sorte, c'est sûr qu'au fond ça a pété. Donc on est pratiquement certain que la quasi-totalité de la galerie est effondrée. Donc succès. Allez, on y retourne, on va faire la suite. Tour à tour, ce sont 27 puits et 13 galeries qui seront entièrement rasées. Pour la dernière explosion de la journée, la pluie commence à tomber. 3, 2, 1, mise à feu. Eh ben, pour l'instant, c'est bon, ça a fait boum en tout cas. Donc on va aller voir au résultat que tout est bien détruit correctement et que c'est un succès. Donc on est content. La joie du capitaine sera de courte durée. Allez, on va au résultat. Ouais. Sur la piste, après ce virage, il trouve un homme complètement hagard et couvert de poussière. Les mains de cet orpailleur sont arrachées. Ceux-là, il faut la doc de toute urgence. La doc de toute urgence, il y a un mec qui n'a plus de main. Les militaires montent un poste de secours sous la pluie. Vanessa, la médecin et les auxiliaires sanitaires tentent d'arrêter l'hémorragie. Ok, celui-là, il est bien. La victime est sous le choc. Autre chose? Ouais. Et l'Israélien qui est dans la pochette. Ça fait trop mal. Oui, bah. Ça fait trop mal. Pourquoi? Accident par écrasement. Douleur, ok? Calme-toi. Qu'est-ce que vous lui mettez là? La morphine pour la douleur. Je n'en peux plus de cette douleur. Personne ne parle portugais ici? En l'absence de Mano, le pisteur traducteur, seul Baptiste a quelques notions de portugais. Você. Écoute, escúchame. Quanto año a tu? Quanto año? Año. Tu año? 37. 37. Et tu nome exact. Ricardo, c'est aqui. Tranquilo. Oh, de donde. Escúchame. Amigo. Levez. Ok, tranquillement. Avec un maximum de précautions, les soldats transportent Ricardo vers le camp. Il est placé dans la hutte de Nicolas et de Baptiste, à l'abri. Ricardo. Doucement. Ricardo. Les militaires commencent à comprendre ce qu'il s'est passé. Ricardo aurait tenté d'empêcher une explosion sur son puits. Donc en fait, il aurait tripoté le cordeau explos à proximité du pétard d'amorçage et ça lui a explosé dans les mains. Donc il a perdu pour l'instant l'usage de ses deux mains. Ricardo commence à sombrer. Non cala. Baptiste doit à tout prix le maintenir éveillé. Ricardo, fala brad. No. Hein? No dormir. Pas dormir. Comprendo? Bon. Au début, il était en état de choc. Là, c'est la morphine qui commence avec tout ce qui est les dérivés et tout qui commence à agir. Du coup, là, il est un petit peu shooté. Je pense que la douleur a diminué, mais bon, là, il a envie de voir sa femme, il pense à tout. Le bas des côtés. Pas ici, juste le bas des jambes. Deux amis de Ricardo viennent d'arriver. Ils ne comprennent pas ce qui lui est passé par la tête. Tout le monde savait que c'était dangereux. On ne pensait pas que quelqu'un allait traîner par là-bas. Je vais mourir, c'est sûr. Sous l'effet de la morphine, Ricardo délire. No morir. Ricardo. Oh.
Je monte au ciel. No, Deus, no. Es Dios. No auge, no amanhã. No morir. Un hélicoptère a été appelé pour évacuer le blessé. Mais avec la tombée de la nuit, il ne pourra pas venir. Vanessa, la médecin, a fait installer Ricardo au poste de commandement pour qu'il dorme quelques heures. Il est stabilisé, il est soulagé au niveau de la douleur. On lui a passé des antibiotiques pour éviter que ses plaies s'infectent. Et puis au niveau des mains, le saignement s'est arrêté avec les pansements. Les amis de Ricardo ont prévenu sa femme. Ah, mon amour. Elle découvre son mari très affaibli. Comment ça a pu t'arriver? L'hélicoptère va arriver. C'est la première fois que Baptiste voit une blessure d'une telle gravité. Mais il n'est pas vraiment choqué. Je pense qu'on a bien géré. On a bien géré la chose. C'est quand même pas n'importe quoi. Le mec, il attrape un cordon détonnant. Non, je vais pas dire que c'est une bonne expérience, parce qu'on peut pas dire ça. Mais ouais, ça permet de voir quand même comment on réagit. Et, voilà, on réagit comme on nous a appris. Je pense bien. Pour l'évacuer vers l'hôpital, à Cayenne. Ricardo, il n'y a pas de place pour moi dans l'hélicoptère. Il y a trop de gens. Je vais y aller par la route en passant par Maripasoula. Au ce-feu, c'est le moment pour les légionnaires de savoir s'ils ont réussi le stage de combat en jungle. Stress. Pression, stress, pression. C'est bon, ça finit. Phoenix. Fier? Fier, ouais, ça va. Je suis content. Bon. L'instructeur, l'adjudant Thomas, va remettre les brevets à ceux qu'il juge aptes à partir en mission en forêt. Attention, vous avez armement sous les dos, donc il n'y a pas de salut. Mais avant, il va leur expliquer les règles de la cérémonie. Vous sortez votre brevet. C'est un rituel très particulier. L'instructeur leur accroche leur brevet, une sorte de broche, en l'enfonçant à même la peau. Bah, tu vas te piquer 2 fois. Bah, désolé, c'est comme ça. Hop, de la poche. En place. Alexandre, Scott et Paulin vont enfin savoir s'ils ont été à la hauteur de ce stage d'élite. Pour Paulin, les débuts ont été difficiles, notamment lors de la nage. Mais il s'est battu et les instructeurs ont choisi de faire de lui un exemple. Bravo à toi. Si là, tu étais désigné par l'instructeur pour être ici, c'est qu'il a jugé que tu étais le meilleur de la section, le meilleur militaire du rang, chef d'équipe légionnaire. Okay, tu as bien fait ton boulot. Grâce à sa ténacité, Paulin reçoit un prix spécial, la distinction du mérite. Scott est quant à lui récompensé pour sa qualité de chef de groupe.
Non, je vous tiens à féliciter à tout le monde. Vous avez fait un très bon boulot. Reposez l'armement. On va tous au foyer. On va fêter ça. Comment? On va boire un coup maintenant. Allez, au moins pour boire, vous pouvez courir, non? Va. Les légionnaires relâchent enfin la pression et vont trinquer à leur succès individuel et collectif. Taux de réussite 100%. Tout le groupe a obtenu son brevet. Alexandre, même s'il n'a pas obtenu de distinction particulière, a tenu le choc. Ça c'est une fierté, c'est une réussite. Voilà, quand on reçoit ça, on se dit ça y est, on a réussi. Hein. On a réussi. Ce sera une petite anecdote à raconter à ses petits-enfants ou quelque chose comme ça pour leur dire voilà, papa ou papy, il a fait la jungle quand il était jeune. Hein. Chaque année, 1800 soldats français sont formés au Sefeu à l'apprentissage des techniques militaires en jungle. Une formation d'excellence également prisée des armées étrangères qui y envoient en stage leurs propres militaires.